Bonjour à tous et à toutes, chers supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité. Donc, c'est notre premier invité sur la chaîne spéciale Saint-Étienne, sur nos vidéos avec Laurent. Bienvenue à toi, Adrien Ponsard, sur notre vidéo pour décortiquer justement ce dernier match, cette défaite à Geoffroy Guichard contre Le Mans et ce match à venir également contre Annecy. Alors déjà, bienvenue à toi, Adrien, et puis dis-nous ton ressenti sur ce match, sur cette défaite des Verts. Bonjour tout le monde, pardon, bonjour Laurent. Bah écoutez, mon ressenti sur cette défaite face à Le Mans, à un non-match complet au niveau de toutes les lignes, que ce soit défensivement, offensivement, le milieu de terrain. Aucune relation entre les lignes, des défenseurs aux abois, Ferreira complètement à la rue, un Masson qui est pas du tout dans le rythme. Anna, pareil, c'était vraiment très très compliqué. Le seul qui est ressorti un tout petit peu du lot, c'était encore Nadé, qui est ressorti un petit peu. Sinon, le reste offensivement, c'était le néant total. Au milieu de terrain, on peut retenir un petit peu la performance de Tarju parce qu'il marque 2 buts, mais c'était quand même très 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 timide. Ouais. Toi, Laurent, qui était également au match, qu'est-ce que tu en as pensé des Verts? Ça a été compliqué quand même. Tu m'avais parlé à la fin du match, tu m'as dit que c'était une prestation insipide. Est-ce que tu restes là-dessus ou est-ce que tu étais à chaud? Ah ouais, vraiment très, très décevant. Je pensais qu'ils allaient cartonner, les Verts, et qu'ils allaient se faire pardonner leur faux pas. Ça a été le même score, 2-3 contre Guingamp. Là, tu reçois un promu qui, en plus, a perdu un de ses meilleurs joueurs dans la semaine sur une blessure, les croisés, je crois, qui avait perdu son meilleur milieu de terrain, qui est parti à Nice. Et tu perds, quoi. Mais au bout de 20 minutes, on n'avait rien. Ça jouait pas. Je me suis dit, déjà, c'est pas normal. Quand tu as le plus gros budget comme ça de ton championnat, que tu reçois un promu, que tu es l'AS Saint-Etienne, que tu as 33 000 personnes dans ton stade, au bout de 20 minutes, si tu mènes pas, moi je considère que c'est pas normal. Non, Et puis c'est on clair. prend le premier but. Il a fallu 2 coups de pied arrêtés, dont un penalty super généreux, même carrément inexistant, pour qu'on marque. Ça fait bien. C'est pas normal, c'est honteux. Ouais. C'est On clair. avait bon, hein, mine de rien, Laurent, sur le pronostic. On avait mis Rabillard buteur, donc c'était le premier. On avait mis aussi Florent Tardieu buteur. Par contre, c'est vrai qu'on avait tout faux on avait mis victoire des Verts sous le score de 3 buts à 1. Mais c'est pas la première fois, je tiens quand même à le souligner, que les Verts perdent un peu sans la manière. Il y avait ce match aussi contre Reims où en première mi-temps, ils se font largement dominer. J'ai l'impression quand même que dans le contenu, c'est assez compliqué sur ce début de saison, même s'il y a eu effectivement des résultats avec pas mal de victoires. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Adrien. Oui, il y a des résultats avec des victoires, mais quand on voit les prestations qu'on fait à domicile, c'est ça qui est grave, parce que perdre 3-2 contre Guingamp à domicile, là encore perdre 3-2 contre Le Mans, contre Reims, tu te fais bouger. Je suis désolé, bon, on s'est fait bouger les 25 premières minutes. Tu te demandes s'il n'y a pas un problème au niveau du jeu. Et est-ce que Orneland a bien compris la façon dont il veut jouer? Parce que moi, il y a des choix, j'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre le choix de Masson et de Ferreira en 4. On a Batoubinchika, bah pourquoi pas l'essayer? Il revient en forme, il a joué avec la réserve, en plus il a marqué. On a peut-être dû essayer ce choix-là ou pas. Ferreira, ça fait depuis le début de saison, c'est compliqué pour lui, que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Pour moi, ça n'a pas été un bon choix et je pense qu'Andelade est un petit peu responsable aussi de ces résultats pour le moment. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de la réaction de Adrien là, sur un peu les choix d'Orneland? Bah, il y en a pas mal que j'ai pas compris, hein. Ouais, Ferreira dans l'axe. Bon, il y avait Batou Benfica. Il a montré ses limites en Ligue 1, Batou Benfica. Il n'avait pas joué depuis longtemps. Alors on peut se dire que s'il avait mis et Masson et Batou Benfica en même temps, on a vu que ça manquait de rythme avec Masson, 2 joueurs en manque de rythme. Mais Ferreira, il ne donne pas satisfaction, hein. Je suis désolé, que ce soit sur un côté ou dans l'axe. Là, il provoque un penalty bête, même si on peut revenir aussi sur est-ce qu'il y a vraiment faute. Je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas utilisé Apia. Parce qu'à Montpellier, quand Lamba se blesse, c'est quand même Apia qui rentre, Ferreira qui bascule dans l'axe, et tu maintiens le score avec Apia. Là, il le fait passer derrière Masson et derrière Stojkovic. Il ne l'a même pas pris dans le groupe. Bon, je trouve que c'est un petit peu vache pour Apia. Je ne suis pas le plus grand fan d'Apia, mais défensivement, je trouve qu'il offre quand même un petit peu plus de garantie que Masson ou que Stojkovic. Ouais. Après, sur les autres choix, il y en a plein, hein.
Cardona, je ne comprends pas pourquoi il joue si peu. Et je ne comprends pas pourquoi Dufus n'est pas rentré dans un match comme ça où tu dois courir après le score, tu es mené et tu ne jettes pas tous tes atouts offensifs dans la bataille pour essayer d'égaliser. À un moment donné, s'il ne veut pas sortir Stassin, il a peut-être aussi le droit en Hollande de jouer à 2 attaquants, hein, ou à 4 attaquants même. Enfin, il ne tente pas. À la place de Dufus, je commencerai à me poser des questions et à la place de Cardona aussi. On va en parler dans ce talk de Dufus et de Cardona un petit peu après. Là, on va parler d'un homme fort quand même sur ce début de saison. C'est Florent Tardieu qui a déclaré qu'il s'apprêtait à vivre sa dernière saison avec Saint-Etienne, mais que cela ne changera rien à ma motivation ni à mon engagement. Je vais me battre et même tout faire pour les faire changer d'avis. Et en plus, juste derrière, il s'est exprimé par dégoût après match sur la prestation justement des Verts contre Le Mans. Mon doublé, sincèrement, je m'en fous un peu. J'aurais préféré mettre 0 but et qu'on gagne. Ils sont inutiles, ces 2 buts. Il faut vite mettre fin à ça parce que ça doit être notre point fort. Donc là, il parle tout simplement de Geoffroy Guichard, d'avoir des résultats tout simplement pas assez bons à Geoffroy Guichard. Il faut vite se remettre à l'endroit comme on avait su le faire après la défaite contre Guingamp. Il faut refaire peur, faire trembler tout le monde. Est-ce que vous comprenez déjà ces déclarations de Florent Tardieu juste après match? Et en plus de ça, vis-à-vis de sa prolongation qui ne devrait pas tomber, du coup, il devrait être en fin de contrat du coup cette année et ne pas prolonger, donc quitter l'AS Saint-Etienne. Est-ce que vous comprenez que la décision soit déjà actée un petit peu par la direction pour un joueur qui est aujourd'hui titulaire avec l'AS Saint-Etienne? Vas-y Laurent, je te lance. Ah, écoute, c'est pas irrémédiable, hein. La vérité d'un jour dans le foot, c'est pas toujours celle du lendemain. Et s'il fait une belle saison, je pense qu'il peut être récompensé. Après, je sais pas, ça me fait penser à ce style de joueur. C'est un peu Petro. Petro la saison dernière, en fin de saison, enfin cet été, tu le gardes pas alors qu'il est en fin de contrat et qu'il aurait pu être utile. On l'aurait eu là. C'est peut-être lui qui aurait joué dans l'axe hein, avec Nadé et il pourrait peut-être aussi jouer à gauche à la place d'Anan. Hein. Et Ferreira serait resté à droite. Il y a eu déjà pas mal de matchs où il aurait pu être utile. Bernouer a fait des matchs à gauche. Il aurait très bien pu jouer soit à droite, soit au milieu peut-être. Bon, Tardieu va se battre pour faire changer les dirigeants d'avis, ben, j'espère bien. Il est hyper utile sur ce début de saison. Il met un super coup franc. Heureusement qu'il y a eu ça dans ce match, vraiment, pleine lucarne. Il a été la nettoyer. Et sur la réaction, oui, la réaction, on va l'attendre et vite. Je pense qu'il faut qu'elle arrive vite maintenant pour rester collé au premier. Il faut qu'elle aille très vite, je pense, pour Eric Horneland. Parce que le bilan à domicile, il est indigne d'une équipe qui a le plus gros budget du championnat, avec un budget 2 fois supérieur au deuxième plus gros budget. À la maison, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 9 buts encaissés en 5 matchs. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il ait des résultats, notre ami norvégien. Adrien, toi, t'en penses quoi justement de la déclaration de Florent Tardieu? Est-ce que tu penses qu'il pourrait prolonger même s'il y a une très bonne saison de sa part? Alors, il pourrait prolonger, bien sûr, mais si on arrive à remonter en Ligue 1, pour le moment, comme on est parti, ça va être très compliqué. Oui, il pourrait prolonger, mais ça reste quand même un joueur qui est sur la fin. C'est malheureux à dire, mais il est sur la fin. C'est un très bon joueur. Hein. Il fait de très bonnes performances depuis le début de saison, d'ailleurs. Je crois que c'est le seul joueur à avoir joué tous les matchs et qui est un des pions du milieu de terrain d'Orneland. Mais de là, le conserver pour les prochaines, si ça monte en Ligue 1, ça va être vraiment très compliqué, je pense, pour lui, parce que quand on arrive à un certain âge, on a atteint certaines limites. Ça va être, pour la Ligue 2, ça sera bien, pour la Ligue 1, très compliqué. Après, sa prestation à lui en lui-même, oui, il marque deux coups francs, et comme il le dit, hein, enfin, coup franc et penalty, c'est 2 buts qui ne servent à rien, c'est bien dommage, parce qu'on perd sur ce match. Après, à un moment ou à un autre, il va falloir peut-être se ressaisir quand on joue devant 33 000 personnes à Saint-Etienne. On doit être sur un nuage, on doit être poussé. Et là, pour le moment, il n'y a aucune réaction. On n'est même pas dans le jeu, en fait. On est perdu sur ce terrain. On n'arrive pas à développer du jeu, à créer de la vitesse, rien. C'est vraiment, pour moi, une équipe, pour le moment, un petit peu comme en fin de saison dernière en Ligue 1, qui semble résigner quand ils perdent. Et là, ils n'arrivent pas à remonter un score. C'est quand même dommage. Je suis d'accord avec Lolo pour Dufus. Quand tu perds 3-2, tu essaies de mettre un maximum d'attaquants.
Alors moi, je vais prendre mon exemple de l'année où on jouait. On arrivait à se retrouver des fois 3 attaquants avec Nestor Subia, avec Patrick Revel. Des fois, il y avait Bébé aussi sur le côté. On arrivait à jouer à 4 devant. Donc là, pourquoi pas le faire aussi quand tu perds 2-1. De toute façon, tu perds 3-2, tu n'as rien à perdre. Tu vas essayer de chercher au moins le match nul. Et là, j'ai l'impression qu'on est là. Non, il reste sur ses idées. Il est focalisé sur ça. Cardona sur le banc. C'est un titulaire indiscutable pour le moment. Moi, je trouve ça un petit peu limite parce qu'il était à Montpellier. Alors certes, il fait une passe à Montpellier, mais dans le jeu lui-même, il n'a pas été super. Là, contre Le Mans, il est encore catastrophique. Je suis désolé, il est catastrophique, c'est ça. Alors certes, ça revient de sélection. Ça pompe un peu d'énergie, mais à un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut remonter en Ligue 1 et remonter le club des Verts au niveau où il a été, il faut se donner à fond. Et là, pour le moment, les joueurs ne se donnent pas à fond. Ouais. On a pas mal parlé de différents joueurs, justement, de faire un point sur le mercato, de faire une petite analyse. Alors déjà, tu as parlé, Laurent, que effectivement, c'est le plus gros budget de Ligue 2. Un mercato XXL d'un point de vue financier, on est sur 25 millions de dépenses pour 5,85 millions de revenus. Donc on est sur un différentiel de moins 19,15 millions d'euros pour l'AS Saint-Etienne sur cet exercice 2025-2026. Pour le moment, parce qu'il y a aussi le mercato d'hiver. Et on va revenir sur les recrues une à une, notamment, on va commencer très fort avec le flop, parce que finalement, on ne l'a pas vu jouer. Ça se trouve, ça aurait été un top. Pierre et quoi comment l'AS Saint-Etienne a pu mettre 6 millions d'euros sur Pierre et quoi, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même quelques manquements. Ça pourrait aussi dynamiser ce milieu de terrain encore un peu plus, même si Miladinovic est une très belle surprise depuis ce début de saison. Chico Lamba également, on l'a mis en mid, donc en moyen, on en attend plus pour le moment de Chico Lamba, même s'il n'a pas fait des mauvaises prestations, on ne peut pas dire que c'était non plus excellent. 6 millions d'euros également. Et puis là, on rentre avec Joao Ferreira, 3 millions d'euros. Pour le moment, il est toujours dans le mid, pas dans le flop non plus, parce que l'échantillon qu'on a de Joao Ferreira pour le moment est mauvais, mais de là à le mettre dans le flop, c'est peut-être un petit peu sévère. Irving Cardona, 2,5 millions, obligé d'être dans le mid également, parce qu'il ne joue pas assez, tout simplement, même si statistiquement, il a quand même 2 buts et 2 passes D. Stojkovic, qu'on a vu un petit peu, il fait une rentrée catastrophique, mais pas suffisant pour le noter, donc il sera en non noté. Anan, 2 millions également, non noté. En top, on va retrouver effectivement là, pour le coup, la meilleure recrue, je pense, du mercato de stéphanois, c'est Mahmoud Jaber et Maxime Bernauer qu'on met aussi en top, malgré que voilà, il manque à l'équipe avec son expulsion un petit peu bête. Et puis Joshua Dufus en mid pour le moment parce qu'il ne joue pas souvent. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse du mercato ou est-ce que vous avez aussi une analyse sur certains joueurs, notamment Joao Ferreira? Adrien, tu parlais de Joao Ferreira tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre en flop et être un petit peu plus sévère avec ce joueur? Alors, je pense que pour le moment, il est en flop. Pour moi, il est vraiment dans les flops parce que depuis le début de saison, c'est la recrue pour moi la moins performante, la plus mauvaise. On l'a vu sur ses relances dans le jeu de samedi contre Le Mans. C'était que des relances dans l'axe. Ce penalty qu'il nous fait à Montpellier, il s'est fait bouffer. Il était bouffé à Montpellier. Contre Guingamp, c'était pareil. Pour moi, ouais, faire un flop. Bon, et quoi quand on se dit grand joueur, quel niveau de jeu en Ligue 1, bah déjà, il faut essayer de maintenir son club quand on y est en Ligue 1, ce qui n'a pas été fait. Donc, pour moi, déjà, c'était une grosse erreur du club de lever son option d'achat. Ensuite, Stojkovic, eh ben, c'est sûr que c'est difficile de se donner un avis. Il est rentré, il est complètement passé à travers. Alors, il n'est pas non plus rentré dans des bonnes situations, dans des bonnes conditions, pardon. Ensuite, en top, ouais, Bernauer, Jaber. Moi, je dirais Lamba, parce que Lamba, pour le moment, alors certes, il a peu un grand rendement, mais derrière, c'est cohérent avec Nadé. Mijalovic, pas Mijalovic, Miladinovic, par contre, pardon, ça a été très très bien. C'est Ouais, vraiment un très. peu une recrue finalement, parce Oui, que c'est un peu le recul, parce qu'on l'a pas vu jouer la saison dernière, il n'a pas fait un match pratiquement, même pas du tout, ou quelques brides de match. Mais là, vraiment, pour moi, c'est une grande satisfaction, parce il a montré qu'il était bon dans le jeu, qu'il est percutant, et qu'il s'est marqué des buts. Donc, non, voilà, au niveau recrue, après, ouais, Anand, c'est pas non plus le top du top. Alors, c'est des sommes d'argent qui sont pas très hautes non plus. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui va faire une somme de 25 millions d'euros. Mais en soi, pour moi, il y a un recrutement qui est quand même correct. Cardona, on a connu Cardona en Ligue 2. Pour le moment, il est dans un trou. À mon avis, ça va revenir tout doucement.
Je pense qu'il faut laisser du temps, mais le temps, il n'y en aura peut-être pas non plus autant qu'on en espère, donc ça va vite falloir se ressaisir. Pour toi, Laurent, merci pour ton analyse, Adrien. Est-ce que tu partages un petit peu la même analyse d'Adrien en mettant justement Chico-Lamba aussi en top, Ferreira en flop, et est-ce que tu en attends plus de certains joueurs, notamment peut-être Cardona ou Dufus sur leur entrée, même si peut-être que c'est aussi la faute d'Ornoland. Moi, ce que je vois, c'est que globalement, la saison dernière, Kilmersport arrive, on est en Ligue 1, Kilmersport dépense 23 millions d'euros, on se retrouve en Ligue 2, là, il dépense 25. On perd contre Le Mans, on vient de perdre 2 matchs de suite à domicile. En ayant dépensé 50 millions d'euros, on a cette équipe-là. 50 millions d'euros. Non, mais depuis qu'ils sont là, il y a eu 3 mercatos. Un petit souci avec ma caméra. C'est pas grave, vas-y, continue. Laurent. Ouais, on m'entend quand même. Ouais, on est d'accord sur les latéraux. Sur les latéraux, il y en a eu 5 de recrutés entre l'été dernier et cet été. Cornu, Ferreira, Annan, Traoré et Stojkovic pour à peu près 10 millions d'euros. Mais il y a qui est bon sur les 5? Cornu, on a vu, il n'était pas meilleur que Petro, il était moins bon, c'est Petro qui a fait la saison. Et là, bon, Ferreira, est-ce qu'il va être meilleur qu'Apia? Tout le monde dit, ouais, c'est meilleur. J'attends de voir. Hein. Franchement, de ce que j'ai vu pour l'instant, il est en difficulté face à des ailiers ou des avancantes de Ligue 2. Et Annan, c'est pareil. Défensivement, ce n'est pas la sécurité sociale. En Ligue 2, les attaquants, ils vont beaucoup moins vite, ils sautent beaucoup moins haut, ils tirent beaucoup moins fort que les attaquants de Ligue 1. Hein. Donc, si eux, c'est des renforts, juste si tu compares à Apia, mais et encore, mais si tu montes en Ligue 1, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, tu ne peux pas aller en Ligue 1 avec ces joueurs-là. Hein. Pour moi, le mercato, il démarrait bien parce que Cardona, on avait envie de le revoir s'installer sur la durée à la SS. Je ne comprends pas son utilisation. Pour moi, il est meilleur que Boakai. Et je pense pour beaucoup de supporters et d'observateurs. Donc, j'aimerais qu'il joue. Cardona, pour moi, Cardona dans cette équipe, mais s'il n'a pas sa place, c'est que je connais vraiment rien au foot, quoi. Et ensuite, Jabber, ça démarrait avec Jabber. Bah oui, c'est la meilleure recrue. Lui, il a montré des choses. Il est bon. C'est un bon joueur. Bernauer, il avait montré des choses aussi. Il va être super utile. Et Bernauer, quand il va revenir de suspension, il y aura peut-être une question à se poser s'il ne faudrait pas lui donner le brassard de capitaine pour moi. Parce que l'Arseneur, je trouve que dans ses attitudes, il y a des fois où ça ne va pas. Sur le dernier match, il est énervé, il ne transmet pas des choses bien positives, je trouve. Bernauer, je le verrais bien capitaine dans cette équipe. Donc, ça démarrait bien, les mercatos. Et derrière, et quoi? J'ai vraiment pas compris comment on avait pu faire revenir ce joueur-là, vu la saison qu'il avait fait. Et surtout, dépenser 6 millions d'euros sur lui. Lamba, c'était bien moyen ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Mais on comprend un petit peu mieux. Il a une pubalgie. Ça veut dire qu'il est arrivé plus ou moins blessé. Il va falloir qu'il soigne ses adducteurs. Il sifflait. Et les autres, ceux qui sont arrivés après, c'est très, très moyen. Dufus m'a fait bonne impression sur la première mi-temps contre Les et derrière, non plus. Donc, un mercato à 25 millions d'euros, mais on est riche. Hein. On est riche. Ouais. Mais est-ce qu'on a eu le nez creux sur beaucoup de joueurs? Je crois pas. Non, il y a juste Jabber pour moi et bien évidemment des joueurs connus du grand public comme Cardona, mais finalement tu le fais pas jouer. Et puis Bernauer, c'était déjà il a changé un peu l'état d'esprit l'année dernière en arrivant. C'était un capitaine. Je rappelle aussi que certains joueurs, c'était compliqué avec l'intégration parce que tu intègres un nouveau capitaine en cours de route comme Maxime Bernauer. Là finalement il s'affirme. Dans une saison où c'est la Ligue 2, donc c'est plus facile aussi pour lui. Moi, je serais d'accord, effectivement, Laurent, de le mettre capitaine. Je trouve qu'en plus de ça, tu as donné un mauvais signal, entre guillemets, à Gauthier Larsonneur au début du mercato cet été en disant « Bon, on va peut-être chercher un nouveau gardien, mais finalement, on n'a pas trouvé, donc on va te prolonger. » Donc déjà, ça, c'est un mauvais signal déjà pour le goal. Puis en plus de ça, il y a des nouvelles rumeurs. Hein. Apparemment, Saint-Etienne cherche un goal pour l'année prochaine.
Il y a le gardien de Rosenborg, un jeune joueur qui est ciblé. Donc, ouais, moi, je comprendrais complètement de mettre Maxime Bernauer capitaine. Mais encore une fois, même lui, il s'est énervé dernièrement, il a pris rouge. C'est compliqué aujourd'hui de trouver des satisfactions quand même et des joueurs très constants et qui peuvent incarner un état d'esprit irréprochable. Moi, peut-être Michael Nadé aussi, ça peut être aussi un capitaine possible. Parce que sur le terrain, il montre qu'il est tout le temps là. C'est plus un lieutenant. Tu C'est donneras qui, toi, Adrien? Moi, Nadé, ça serait bien. Alors, Tardieu, non, parce que Tardieu, c'est pas. Il a encore un petit. Enfin, pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Mais oui, un Nadé, je verrais bien Nadé, mais un Bernauer, tout à fait, oui. On voit puis on le voit dans son jeu, c'est un gars qui a une vision de jeu, qui est capable de mettre des diagonales, qui peut mettre du rythme, qui peut jouer déjà n'importe quel poste, il peut jouer aussi bien à droite, à gauche ou dans l'axe. Et c'est pas un gars qui va rechigner à l'effort. Donc oui, en tant que capitaine à la place de l'Arseneur, pour moi, ça serait une bonne solution. Ouais. Après, t'as Mouefek aussi, mais le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Ah, Mouefek, c'est un match sur 3. Il Et est là, le jeune. problème. Il il est jeune, ouais. Ouais. Mais Mouefek, ça pourrait être une solution. En plus, il est d'ici. Donc, un peu moins de blessures, ça serait beaucoup plus simple pour lui. On va passer au jeu des comparaisons, parce que tu en as un petit peu parlé déjà, Laurent, entre Boaké et Cardona. Ce petit jeu de versus, finalement, on va se pencher sur les statistiques cette saison. Alors, Irving Cardona a tout simplement beaucoup moins de temps de jeu, hein. Il a 9 matchs, mais beaucoup d'entrées en jeu. 4 titularisations en 9 matchs pour Irving Cardona. C'est quand même assez peu. On ne l'imaginait pas au début de saison de Boaké. On voit aussi que dans les duels, il est aussi moins impactant un petit peu dans les duels remportés, 38% comparé à 51% pour Boaké. Dans le domaine aérien, bon, les deux joueurs ne négocient pas non plus énormément de duels aériens, donc c'est quand même une statistique à pondérer. Par contre, dans les dribbles réussis, c'est là qu'on voit que Boaké quand même est plus précis. Il a 50% de dribbles réussis, un dribble sur deux, et Cardona que 20%. Et dans les passes aussi, Boaké est meilleur aussi, 83%, 73% pour Cardona. Et on voit que son apport statistique, elle est bonne aussi à Boaké, 5 passes D, 2 buts, alors que Cardona, c'est 2 buts et 2 passes D, mais ses expected goals, donc le nombre de buts qu'il doit marquer, est un peu plus haut pour Cardona. Je rappelle aussi qu'il avait raté une grosse occasion à Geoffroy Guichard. Il me semble que c'était contre Grenoble où il avait un peu mangé la feuille de match. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit comparatif statistique, toi Laurent, qui comparait justement les deux joueurs? Est-ce que tu comprends un peu mieux les choix d'Orneland de préférer Boaké sur ce début de saison? Non. Non, Cardona, il est 100 fois titulaire. Enfin, il doit être titulaire, Cardona, enfin, quand même. Boaké fait un bon début de saison. Il est même assez épatant par rapport à ce qu'il avait montré la saison dernière, où il a été beaucoup blessé. Mais Cardona, s'il avait un petit peu plus de minutes, je pense qu'il aurait des stats qui se rapprocheraient de celles d'Augustin Boaké. Les duels aériens, de la tête, il est bon, Cardo. On le sait, il coupe les trajectoires là. Et c'est un atout dont on se prive. Et il y a sa complémentarité avec Stassin aussi. Stassin est moins bon sur ses derniers matchs. Il n'est même pas bon du tout sur les 3 derniers matchs. Et Cardona n'était pas là. Cardona qui démarre 4 matchs de suite sur le banc, pour moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. Même si Boaké montre des choses. Mais il a aussi le droit de sortir de temps en temps Davitashvili. Hein. On est d'accord. Il a aussi le droit peut-être de sortir, de ne pas faire démarrer tous les matchs à Stassin. C'est vrai. Toi, Adrien, c'est quoi ton ressenti sur cette concurrence? Est-ce que pour toi, elle est saine ou justement, il y a un parti pris très clair pour Boaké en faveur de Boaké pour Orneland, justement? Ou est-ce que voilà, il a tort sur toute la ligne et il devrait un peu plus faire jouer Cardona? Alors, pour moi, il a tort sur toute la ligne parce qu'à un moment ou à un autre, comme disait Lolo, il peut très bien sortir Davitashvili. Davitashvili, c'est un match sur 4. Il était bon contre Montpellier, là, on va pas le revoir 3-4 matchs. Donc pourquoi pas mettre Boaké, Stassin et Cardona en même temps? Ça peut très bien donner de très bonnes choses aussi. À un moment ou à un autre, moi, Davitashvili, alors c'est un très bon joueur, j'ai rien contre lui, mais on l'a vu la saison dernière, c'est moi et moi et moi tout seul. Je vais faire des différences tout seul. Non, le foot, c'est un sport collectif. Et quand tu vas tout seul dans ton sens, ça peut pas aller. Les buts qu'a marqué Davitashvili, c'est sur des occasions. D'ailleurs, Stassin lui donne un bon ballon.
Sur le deuxième, c'est Anna qui donne le bon ballon en retrait, il aurait pu frapper. Donc, à un moment ou à un autre, il faut arrêter de penser à soi. Et je pense qu'Hollande devrait ouvrir un petit peu les yeux et voir un petit peu que, ben oui, Dashvili est moins bien, et bon, on peut le mettre sur le banc. Stassin est moins bien, bon, on peut mettre Dufus d'entrée, mais Cardona et Boaquier. Pourquoi pas essayer de les associer tous les deux, les comparer tous les deux, c'est quand même difficile parce que Boaquier, c'est un très bon joueur technique. Cardona, comme disait Lolo, c'est un très bon joueur de tête. Il est droit devant le but. On l'a vu il y a 2 saisons contre Bordeaux, le lob qu'il met, il pourra même jouer avant-centre, Cardona. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être lui donner un peu plus de temps de jeu. Pour le moment, il a des stats qui sont en dessous de celles de Boaquier, mais il a un temps de jeu qui est infime aussi pour le moment pour un joueur tel que Cardona. Ouais, c'est vrai. Deuxième comparaison et dernière comparaison de ce talk, c'est entre Joshua Dufus et Lucas Astassin. Joshua Dufus qui avait fait une très bonne mi-temps contre Rodez. Depuis, c'est silence radio pour Joshua Dufus. C'est assez compliqué de le voir plus de 15 minutes sur un match. Et puis Lucas Astassin s'est quand même bien réveillé, on va dire, depuis qu'il est revenu en tant que titulaire. Je rappelle quand même son match contre Reims où il avait été très bon. Et puis là, maintenant, il marque un petit peu le coup. Donc, au niveau des statistiques, on voit que au niveau de l'apport, au niveau des duels, Lucas Astassin, c'est quand même un petit peu léger. On voit que Joshua Dufus est au-dessus. Après, c'est un plus faible échantillon. Donc, forcément, c'est compliqué de comparer aussi. Au niveau des dribbles, ça se tient aussi, 50% quasiment pour les deux. Un peu plus de précision dans les passes pour Lucas Astassin. Et bien évidemment, un apport statistique bien plus élevé pour Lucas Astassin avec 4 buts, 2 passes D. Même s'il marque un petit peu le coup, Lucas Astassin. Comment vous voyez cette concurrence entre les deux joueurs, sachant que Joshua Dufus doit un peu ronger son frein sur le banc quand il voit des performances où c'est un peu compliqué pour l'équipe et il rentre jamais. À mon avis, ça ne doit pas être évident. Et la prochaine rubrique, ça sera sur N'Guessan. Je pense que N'Guessan, quand il va revenir, ça va être encore moins évident pour lui parce qu'il va être numéro 3 dans la hiérarchie. Est-ce que vous comprenez un peu ce favoritisme sur Lucas Astassin et ce schéma de jeu d'Eric Orneland qui ne bouge jamais? Allez, Adrien. Bah, c'est sûr que c'est dur pour Dufus de ne pas jouer, mais bon, Stassin, pour le moment, c'est vrai qu'il est quand même indiscutable. On ne va pas dire qu'il est mauvais. Il a un temps d'adaptation qui était un petit peu plus long par rapport au mercato. Il était plus dans sa tête sur un départ et le fait d'être resté au club, ça l'a relancé tout de suite. On l'a vu contre Clermont, il marque un doublé. Pour Dufus, c'est plus compliqué. Il a ses preuves à faire encore. Alors, il a fait une très bonne première mi-temps contre Rodez où il marque un but et qu'il a enchaîné 4 ou 5 frappes d'affilée dans le match, enfin dans la première mi-temps. Mais il a encore du travail. Il a encore du travail. Il arrive d'Angleterre. Il faut qu'il s'adapte aussi au club, à Saint-Etienne, aux joueurs. Et puis, comme tu dis, il y a N'Guessan qui va arriver. Donc, ça va le mettre encore troisième derrière N'Guessan. Mais après, tu sais, je ne sais pas si tu as regardé la Coupe du Monde de N'Guessan. Ça n'a pas été ça non plus. Ouais. Donc, est-ce que ça lui a pas mis un petit coup sur la tête aussi? Il rate un but tout fait en demi-finale. Il rate son penalty. Donc, ça peut te mettre un coup sur la tête. Et ça peut justement donner des idées à Dufus en disant, tiens, lui est dans le dur pour le moment, à moi de saisir ma chance. Et je pense que Dufus peut faire du bien à Saint-Etienne. Il y a des chances qu'il fasse de bons trucs sur la fin de saison. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses de cette concurrence et moi, pour le coup, je voyais plutôt N'Guessan numéro 3. Est-ce que toi, Laurent, tu vois N'Guessan numéro 2 comme Adrien ou plutôt Dufus numéro 2? J'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de concurrence, en fait. Il n'y a pas de concurrence. C'est Stassin, depuis qu'il est revenu, qui démarre tous les matchs. Et je me répète, mais j'ai vraiment pas compris pourquoi Dufus n'était pas entré en jeu ce week-end. Depuis sa super mi-temps contre Rodez, où il sort à la mi-temps d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi il était sorti, je ne me rappelle plus. Mais depuis, il a eu une seule autre titularisation, c'était le match contre Grenoble où il était resté. Il me semble qu'il sort à la mi-temps là aussi. À la mi-temps. Oui, il sort à la mi-temps. À la mi-temps. Non, il n'a plus de temps de jeu, en fait. Quasiment plus. Il a dû jouer 20 minutes depuis ce match contre Grenoble. Et le peu qu'on l'a vu, il m'a donné envie de le voir davantage. Là, on a posé la question à la fin du match, pourquoi Dufus n'était pas entré en jeu. Et la réponse d'Orneland, c'était « J'ai 2 avant-centres, je comprends, c'est difficile pour Dufus, mais l'étape numéro 1, c'est de mettre en confiance l'attaquant numéro 1. Et une fois qu'il sera en confiance, on essaiera de mettre l'attaquant numéro 2. » Mais purée, mais j'ai pas compris du tout cette explication. Stassin, donc, il n'est pas en confiance. Le gars, il en est à 4 buts.
Il part jouer avec sa sélection, les espoirs belges, il claque 3 buts en 2 matchs et il n'est pas en confiance. Et Dufus, donc, il faut qu'il soit au fond du trou pour qu'il aille récupérer un petit peu de confiance. Ça ne tient pas, ça. Le discours d'Orneland est quand même bizarre. Il est vraiment bizarre, son discours. Au contraire, tu veux mettre quelqu'un en confiance, et ben, tu le fais jouer. Donc, si tu veux faire de la confiance à Dufus, il faut qu'il ait au moins 40, voire 50 minutes, 55 minutes de temps de jeu par match. Ouais. Là, tu le vois, c'est 20 secondes, 30 secondes. La dernière fois, il est rentré contre Guingamp, je crois qu'il est rentré à 3 minutes de la fin. Mais tu veux faire quoi en 3 minutes? Qu'est-ce que tu veux faire en 3 minutes? Une gestion des joueurs. Orneland, ce que tu viens de dire, Lolo, je fais jouer le numéro 1 pour le mettre en confiance. Mais comme tu as dit, 4 buts, 3 buts en sélection, c'est bon, ton avant-centre, il est en confiance. Donne du temps de jeu à l'autre. Ou associe-les en même temps sur une fin de match. Quand tu perds, associe-les pour voir ce que ça peut donner. Moi, je me demande si le manque de confiance, c'est pas Orneland qui l'a pour le moment. C'est une bonne remarque, ça, Adrien. Je trouve que c'est typiquement possible parce que c'est vrai qu'Eric Orneland, la manière dont il est figé dans ses changements de joueurs, c'est quand même assez dramatique. Il n'y a jamais de schéma de jeu qui change. C'est ce que je disais dans les derniers talks avec Laurent, mais je trouve que ça fait peur en Ligue 1 parce qu'en Ligue 1, il y a des tactiques qui changent. Quand tu vois les top clubs de Ligue 1 et l'ambition de Kilmer Sport qui est de remettre l'AS Saint-Etienne au top, bah, ça fait peur parce que pour moi, le coach, il n'est pas au top vis-à-vis des top coachs de Ligue 1. Il en est loin. Et quand je vois qu'on veut inculquer à toutes les équipes de jeunes la même tactique, la tactique d'Orneland, la manière de faire d'Orneland, bah, j'ai un petit peu peur, moi, personnellement. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Ouais. Sur la gestion des joueurs, Masson, c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Il n'avait pas joué depuis combien de temps? À part peut-être un match ou deux avec la Guadeloupe et un match ou deux avec la réserve. C'est pas du tout le même niveau. Batou Binsika, s'il nous le ressort du placard, là, s'il joue le prochain match à Annecy, s'il n'est pas bon, est-ce que ça sera vraiment de sa faute? Il est au placard depuis combien de temps, lui aussi? Dufus, le prochain match qu'il va jouer. N'Guessan, bon, il était blessé, c'est vrai, il passe à côté de sa Coupe du Monde, mais je sais pas, c'est tout le temps les mêmes qui jouent alors que tu as un effectif pléthorique. Ouais. Bah, justement, on va passer à la rubrique sur Gillian N'Guessan. Et puis après, il y aura Paul Aymar, donc deux jeunes, deux pépites pour le coup du centre de formation des Verts. Quel est le problème avec Gillian N'Guessan? Il va être relégué potentiellement numéro 3 dans la hiérarchie des buteurs, derrière Lucas Tassin, derrière potentiellement Joshua Dufus. Bien évidemment, il y a une demande salariale importante parce qu'il est considéré comme une pépite. Donc, il veut une revalorisation salariale à la hauteur de son statut, tout simplement. Mais attention, parce que des offres sont déjà arrivées l'été dernier et il se murmure de plus en plus que si Gillian N'Guessan ne prolonge pas, il sera mis en vente cet hiver. Est-ce que vous comprenez cette gestion de ce jeune joueur? Toi, Laurent, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que tu comprends l'AS Saint-Etienne qui a quand même déboursé 25 millions d'euros? Ce n'est pas l'argent qui manque pour le coup et ne pas faire l'effort pour prolonger ses pépites. Est-ce que tu trouves ça normal? Alors, j'attends de voir, puisque là, il était blessé, il est parti à la Coupe du Monde. On va voir maintenant, là. On va voir maintenant l'utilisation qui va être faite de Gillian N'Guessan. Dufus ne jouait déjà pas quand N'Guessan n'était pas là. Est-ce que. Enfin, ils sont 3 avant-centres pour une place. Après, je le comprends. Je comprends qu'il rechigne à prolonger. Il a devant lui Stassin qui est resté. Je pense qu'il devait espérer que Stassin parte quand même. Je me mets à sa place. Mais non, je comprends pas bien. Il me semble que quand tu arrives dans un club pour se mettre à la place de Kilmer Sport, tu regardes, tu fais un état des lieux et tu vois que tu as des internationaux chez les jeunes très bons, tu essayes de leur faire une place. Ça en prenait le chemin la saison dernière, mais est-ce que c'était le moment quand tu étais dans ton opération maintien et que tu avais Sissoko qui pouvait être utile? Tu t'en es privé de Sissoko pour faire jouer N'Guessan, lui donner un petit peu de temps de jeu. Alors sur un côté, au départ, ça va pas. Lui, c'est un renard des surfaces, comme l'était Adrien. Et comme l'est Tassin aussi. Donc sur un côté, ça allait pas. Gillian N'Guessan. Et là, maintenant que tu lui as fait un petit peu de place avec le départ de Sissoko, tu prends Dufus.
Donc, le signal que tu lui envoies quand tu prends du fus, je trouve qu'il n'est pas terrible. Le signal que tu lui envoies quand tu gardes Stassin malgré des offres importantes, il n'est pas terrible non plus. Tu le gardes. Je ne l'ai pas entendu parler, je n'ai pas entendu parler son entourage, mais s'il ne joue pas, on arrive à même bientôt maintenant à la fin du mois de novembre. Le mercato de janvier, il sera vite là, et s'il y a des offres. Et les offres, on a vu, hein, l'équipe a fait un article en disant qu'il y avait quand même des top clubs européens, les 2 clubs de Manchester, Chelsea. C'est des clubs de top niveau qui le veulent. Et je me dis quand même qu'il y a une raison s'ils le veulent. Après, attention, je viens de faire un article que je mettrai tout à l'heure sur le site sur Matisse Amougou. Amougou, il est parti l'hiver dernier. Il est parti à Chelsea. Chelsea a amené 40 joueurs à la Coupe du Monde des clubs cet été. Il n'y était pas. Il n'était pas dans les 40 joueurs. Ils ne l'ont pas amené là-bas. Et il se retrouve à Strasbourg, où il cire le banc aussi à Strasbourg. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Et partir pour un salaire et un club plus important, ok, mais de là à jouer là-bas. J'espère que la SS va lui faire une place et qu'on le verra, Gillian Nguessan. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose finalement de lui sous le maillot vert. Et chaque fois qu'il a joué, c'était pas ça, mais il avait 16 ans. Il doit avoir quand même une marge de progression énorme pour qu'autant de clubs souhaitent miser sur lui, pour que Bernard Diomède l'amène à la Coupe du Monde U20, alors que c'était le seul joueur né en 2008. Voilà, il était surclassé de 3 ans. Quoi. De 3 ans. Et il l'a fait jouer. Hein. Et il n'a vraiment pas été bon. On ne sait pas. Son avenir, c'est un gros point d'interrogation, et c'est dommage parce que normalement, quand tu arrives, voilà, tu as Aymar, tu as Nguessan, et c'est les joueurs que tu dois mettre dans les meilleures dispositions pour. Enfin, tu dois miser sur eux. Quoi. Ouais. Toi, Adrien, ancien buteur, si tu te mettais à la place de Gillian Nguessan, pour toi, est-ce que le projet, le challenge Saint-Étienne t'intéresserait dans le sens où tu te dis que la concurrence est un petit peu barrée? Est-ce que tu sens la force mentale du joueur Nguessan et à sa place, est-ce que tu prolongerais ou pas? Alors, moi personnellement, alors moi je suis de Saint-Étienne, donc oui, moi le challenge serait de rester à Saint-Étienne et pas partir. Mais lui, s'il s'embarrait à Saint-Étienne que ce soit par Stassin, que ce soit par Dufus, ça va être compliqué de pouvoir performer. À lui justement de montrer les qualités qu'il a, déjà de commencer par la réserve, s'il va jouer avec la réserve ou s'il joue avec les 19, il va falloir qu'il montre qu'il est capable. L'année dernière, c'est vrai qu'il a peu eu de chance. Les 3 ou 4 matchs qu'il a fait, le premier match sur un côté contre Monaco, ça a été quand même en face derrière lui, c'était du costaud. Il n'avait que 16 ans. Mais à un moment ou à un autre, quand tu aspires à jouer au plus haut niveau, il faut que tu te donnes à fond. Et il va falloir qu'il fasse ça, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. Et je pense que s'il arrive à développer un jeu un peu plus musclé, parce que je ne sais pas si vous avez vu les matchs de Coupe du Monde en U20, il était quand même dans le dur, parce qu'en face, c'était du costaud. Alors certes, il revenait de blessure, mais en face, il y a du costaud. Je les ai vus jouer contre le Maroc, contre les États-Unis, c'était quand même assez des bons gabarits. Et c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé un petit peu limite physiquement limité. Maintenant, la Ligue 2, moi, j'étais pas un grand gaillard non plus, et j'ai su m'adapter. Donc, je pense qu'il a toutes les qualités pour y arriver. Mais pour ça, il va falloir qu'il se donne à fond et arrêter toujours de parler des prétentions salariales. À un moment ou à un autre, il faut te dire, mon grand, tu as 16 ans, enfin 17 ans. Ne va pas demander des 100 et des 1000. Prouve d'abord, et après, quand tu auras prouvé, tu pourras demander un salaire adéquat à tes performances. Là, pour le moment, il n'a pas encore monté grand-chose, on va dire. Il n'a pas marqué d'ailleurs un but en pro. Sur 2 ans, je ne sais pas s'il a marqué. Tu me diras, Lolo, s'il a marqué un but ou pas. Mais je ne crois pas encore. Après, s'il y a des clubs qui viennent le voir, comme tu dis, Manchester United, Manchester City, des grands clubs, et ben après, à qui il meurt de voir voilà, comment ça peut nous rapporter. Et parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir regarder aussi ce que ça peut rapporter au club. Il y a toute une formation qui a été faite par le club pour Gillian Nguessan. Il faut que le retour de médaille soit équivalent. Après, comme tu dis, on le voit à Mougou, il est parti à Chelsea. Il n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs, qui avait 40 joueurs pourtant. Et là, il se retrouve à Strasbourg, sur le banc. Je crois qu'il n'est pas rentré une seule fois, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe. Les 3 derniers matchs, il n'a pas joué.
Il n'a pas joué. Donc, ouais, donc c'est à Gillan de se poser la bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux partir dans un club, manger le banc pendant 1 ou 2 ans ou être prêté dans un autre petit club que de rester à Saint-Etienne, ranger son frein, prouver qu'il a les qualités pour jouer et d'attendre peut-être 1 ou 2 ans. Et là, dans 1 ou 2 ans, ça sera un très bon. C'est un bon joueur. Faut pas, s'il en est là, c'est que c'est pas un mauvais joueur, bien au contraire. Mais il faut qu'il se forge un caractère, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il grandisse, qu'il se muscle un petit peu, et puis là, il aura 100% sa chance avec Saint-Etienne. Ouais. Bah, un autre cas, on va passer au cas Paul Aymar, un petit peu similaire, mais Paul Aymar, la différence, c'est que lui, il aurait pu jouer depuis le début de saison. Je rappelle quand même que Gadek Bekou a joué, il me semble, 4 matchs, El Jamali 5 matchs. C'est des jeunes joueurs qui ont joué. Est-ce que Paul Aymar a moins de talent que ces deux jeunes joueurs? Je sais pas trop. Je rappelle quand même que voilà, l'entourage du joueur le pousse à un départ, une demande salariale aussi importante, et l'Inter Milan le sollicite notamment. Alors pour répondre un petit peu à toi, Adrien, sur les salaires, c'est vrai que ça a évolué avec des gros clubs, Chelsea, Paris, Manchester City, ça donne des gros salaires à des jeunes joueurs de 16 ans. C'est hallucinant, les entourages demandent de plus en plus. Et c'est vrai que je pense que le football a beaucoup évolué en 20 ans, depuis les années 2000, tout simplement. Il a complètement évolué, il a complètement changé au niveau des salaires. Et c'est vrai que les jeunes joueurs connaissent pas trop le fait de prouver avant de demander énormément. Donc voilà, comment toi tu vois ce cas-là, Laurent, le cas Paul Aymar, est-ce qu'il est plus problématique que Djilan Nguessan? Oui, dans la mesure où il est en fin de contrat, lui, à la fin de la saison. Nguessan est sous contrat pro, alors que Paul Aymar, il veut pas. Enfin, il veut pas. Son entourage ne veut pas qu'il signe son premier contrat pro à la SS parce que l'Inter Milan le sollicite. Et c'est même plus que ça. Ils lui ont fait une proposition. Et la proposition, elle est 4 fois supérieure au niveau du salaire à ce que lui propose la SS. Donc, est-ce que c'est un bon calcul de sa part? Est-ce qu'il va jouer à l'Inter de Milan? J'ai quand même quelques doutes. Il risque d'être prêté dans des clubs, dans d'autres clubs, s'il va à l'Inter. Ouais, je suis d'accord avec toi, Louis, quand tu dis qu'il aurait joué s'il avait déjà paraphé son premier contrat pro. Je pense qu'il aurait été devant Gadek Bekou et devant El Jamali. Et il serait peut-être allé aussi à la Coupe du Monde du 20 parce que je crois savoir qu'il était prévu qu'il y ait 2008 qui y aillent, et les deux joueurs stéphanois. Ouais. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu en penses de ce cas Paul Aymar? Est-ce que pour toi, c'est la même situation qu'avec Nguessan, tout simplement? Alors oui, c'est peut-être la même situation, mais moi, ce qui me gêne, c'est quand on entend parler d'entourage. L'entourage, en fait, c'est quoi? C'est le cercle familial, les agents, parce que souvent, l'entourage familial, on essaie de prendre un maximum d'argent pour générer pour plus tard, mais on pense pas à l'avenir du joueur. Il va partir à l'Inter de Milan, certes, c'est un très bon joueur, mais il va se retrouver où? Prêté à Côme ou dans un autre petit club de Ligue de série B. À un moment ou à un autre, un club comme Saint-Etienne t'a formé, pour moi, c'est une devise. Le club t'a formé, rends ce que le club t'a donné. Signe un contrat pro, signe 3 ans. Et là, par contre, si tu veux partir, pars, mais tu ramèneras un petit peu d'argent à ton club qui t'a formé pendant 3 ans, qui a payé plein de trucs pour toi. Et ça, on est loin de ces réactions-là au niveau des jeunes. Ils pensent tous maintenant à une seule chose, c'est l'argent, l'argent. Et la famille autour qui se dit, tiens, ça va, pour plus tard, ça sera quand même bien qu'on nous assure nos arrières avec notre enfant. Non, c'est pas ça le football. Le football, c'est que le gamin va prendre du plaisir. Alors certes, il va gagner de l'argent, c'est son métier, mais le plaisir de jouer, d'être sur le terrain, de participer à certaines choses. Donc moi, j'ai arrêté lui, j'ai signé mon premier contrat pour Saint-Etienne, et il aurait joué, il aurait signé, il aurait déjà joué. Hein, parce que je pense qu'il vaut très bien Djimali, il est aussi fort que lui, aussi fort qu'Nguessan. Donc c'est dommage pour lui qu'il n'ait pas eu cette opportunité de signer tout de suite. Ouais. En plus il est du coin. Il est du coin, c'est un local, il est du Puy. Et dans cette équipe de la SS où il n'y a plus un Stéphanois dans l'équipe, le plus Stéphanois des joueurs actuels, on est d'accord, c'est Aymen Mouefek qui est de Vienne. Ouais, qui est de Vienne. Il n'y a pas un Stéphanois dans l'équipe. Et bien lui, il est du cru, il est du Puy, c'est un local. Pas un Stéphanois dans l'équipe de l'Est, Saint-Etienne. Ça ne sait pas jouer au foot dans le coin. Laurent, tu vas peut-être rendre des fiers services dans pas longtemps à l'équipe d'Arnold.
Mais il y en a qui l'ont fait comme Adrien, comme Bertrand Fayol, comme Léo Petro. Boudaren. Pas que Petro, mais quand même. T'avais Boudaren aussi. Mais même Dylan Chambaud, il n'aurait pas sa place dans cette équipe. Ils l'ont fait partir la saison dernière. Ils ont recruté je ne sais pas combien de joueurs. On n'avait pas un gars qui savait tirer des coups de pied arrêtés comme Chambaud. Tout à fait, oui. On va passer au classement. Le classement de la Ligue 2. Là, Saint-Etienne a été souvent leader sur ce début de saison. C'est un classement qui est un peu décevant dans le sens où on a parlé du budget, on a parlé du mercato. On est clairement au-dessus des autres d'un point de vue financier. Et puis voilà, là, Saint-Etienne est 3e, alors pas du tout largué, toujours sur le podium, à 3 points de l'Estac. Mais par contre, ça se resserre quand même parce qu'il y a le Red Star qui est derrière à 20 points. Et puis à Reims et Guingamp, 2 équipes. Donc une équipe où laquelle Saint-Etienne a perdu à Geoffroy Guichard et une autre où ça a été très compliqué quand même. Et puis c'est un ancien concurrent en Ligue 1. C'est une équipe qui va aussi monter en puissance au fur et à mesure. Ça aurait été pas mal d'avoir des points d'avance aussi sur Reims. C'est quoi votre vision sur ce classement-là? Est-ce que pour vous, l'AS Saint-Etienne est capable d'échouer cette remontée en Ligue 1, Adrien? Bien sûr qu'ils sont capables d'échouer, parce qu'on va le voir tout de suite. Le prochain match, on va à Annecy, on reçoit Pau, et là, on a 2 déplacements derrière où on va et au Red Star et à Troyes. Donc, 2 équipes qui sont de toute façon, on a 3 matchs où les 4 Pau, Red Star et Troyes, c'est des équipes qui vont jouer, qui vont se battre pour essayer de monter cette année avec nous. Si on laisse des points encore sur ces matchs-là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que le 5e, Reims, il est juste à 5 points derrière nous. Guingamp, c'est pareil, donc ça peut aller très très vite. Il suffit de perdre contre le Red Star, tu te retrouves avec 3 points de retard déjà sur le Red Star. Donc ça peut aller vraiment très très vite. Il va falloir vraiment aller gagner à Annecy, battre Pau et faire un résultat, que ce soit ou à Red Star ou à Troyes, pour vraiment mettre un petit peu de distance avec tous les prétendants qui y aura derrière. Toi, tu y crois, toi, Laurent? Est-ce que l'AS Saint-Etienne recarbure ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi un échec possible là, sur ce calendrier que vient d'évoquer Adrien, un calendrier démentiel? Qu'est-ce qui se passe si jamais l'AS Saint-Etienne, je ne sais pas, en 12 points, du coup 4 matchs, récolte que 3 ou 4 points? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne, tu penses, Laurent? Moi, je pense qu'il change d'entraîneur au bout d'un moment. Sans crédit, on va en parler juste après. Ouais, son crédit commence à s'épuiser. C'était pas l'homme de la situation la saison dernière, mais quand tu vas chercher un entraîneur étranger qui parle pas la langue, qui en plus développe un jeu, qui veut développer un jeu ultra offensif dans une opération interne, c'était pas ça qu'il fallait. Je dis pas qu'il fallait prendre un Duprat ou je sais pas qui, mais il n'avait pas le profil. Il a le profil plus d'un bâtisseur, de quelqu'un sur du long terme, mais pour l'instant, ça va pas trop. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un échec? Moi, je trouve pas que ça progresse, en tout cas. Je les crois capables de tout, même de perdre à domicile contre Guingamp et contre Le Mans. Le parcours à l'extérieur est très bon, mais à aucun moment on sent une maîtrise, ni des progrès. Il y a des fulgurances, par bribes, on voit un peu de beau jeu, mais la plupart du temps, on se dit c'est pas possible avec un budget pareil de ne pas dominer ce championnat, de ne pas dominer les équipes. Je sais pas, on a été à Boulogne, on gagne 1-0, c'était dur. Tous les matchs ils sont durs. C'est des matchs de Coupe de France un petit peu à chaque fois où on est favori, où on se fait rentrer dedans. Et dans les attitudes aussi. Je ne pas dans les attitudes. Les 2 derniers matchs à domicile, les attitudes, elles sont dégueulasses. Dégueulasses. Tu dirais que les mecs, ils jouent un peu en sénateur, quoi. Mais c'est exactement ça. Donne-moi des jabbeurs, des Mouefek, des jabbeurs, ça, t'y vas, des Bernauer, des Nadé. Et Constantin, qu'il n'avait pas envie. Au bout d'un moment, l'autre jour, on pose une question à Orneland sur l'implication défensive de Davitashvili. On est content. Qu'est-ce que tu veux? Si Davitashvili défend, je sais pas. Moi, je ne le vois pas défendre. Je suis désolé. Je ne le vois pas hyper concerné. Sur le dernier match, Davitashvili est pas ça. Ils n'ont pas défendu. Il ne faut pas dire qu'ils aient défendu. Puis, tu les as pas sentis hyper, je sais pas, avec la niaque. Tu les sens pas concernés du tout dans ce match. Ils ne sont pas concernés du tout. S'ils sont sûrs d'être titulaires à chaque fois. Oui, tout à fait. C'est un peu comme l'Arseneur qui est sûr d'être titulaire à chaque match.
Ouais. Si tu ne lui mets pas Après, une là, le concurrence, classement, franchement, au bout de 10 journées, tu m'aurais dit qu'on serait troisième et qu'on aurait un point de moins que Pau, 3 points de moins que 3. Le Red Star, à égalité avec le Red Star. Ouais. Bah, et ça doit y aller. Hein. Parce qu'avec les petits moyens qu'ils ont, et ce que je me dis aussi, c'est que les gars, les adversaires, là, tous, on joue tout le temps le samedi soir. Donc, ils les regardent, les matchs des Verts. Ils doivent se dire, non, mais les gars, quand on va jouer contre Saint-Étienne, ils sont pas si bons que ça. Hein. Ils doivent y croire de plus en plus. Ouais, c'est vrai. puis le style de jeu est vachement analysé, donc ça va vite aussi. Hein. Ils savent Ouais. comment ils jouent, ils savent comment se placer sur le terrain, puis c'est vite réglé le problème. Hein. Ouais. C'est intéressant Ouais. par contre ce que vous avez dit là sur ils se comportent comme des sénateurs. Mais Lucas Tassin, il avait déclaré après la défaite contre Guingamp, on n'avait pas envie ce soir-là. Est-ce que vous l'entendez ça? Est-ce que vous, supporters, journalistes, anciens joueurs, est-ce que vous comprenez justement qu'il n'ait pas envie à Geoffroy Guichard devant 33 000 personnes qui se dépouillent pour venir et qui vont crier pendant 90 minutes pour les soutenir? Dire à la fin du match, on n'avait pas envie. Est-ce que vous comprenez? Qu'il aille dire ça à un supporter qui vient de se faire aller 600 bornes en voiture, parce qu'il y en a qui font 600 bornes en voiture pour venir voir un match, donc 600 veut dire 1200 allers-retour, d'aller lui dire en face, j'avais pas envie. Mais c'est le respect est là, il commence là déjà. Ça Ouais. commence là. Quand on arrive en bus, moi je me souviens à l'époque, on arrivait en bus sur le parking de Geoffroy, tu voyais les voitures, c'était des 71, des 63, des 06, des 38, des 69, parce qu'il y avait même des 69 qui venaient nous voir, du 75, ça venait de partout. Ça venait de partout. Et nous, alors, tu peux perdre des matchs, c'est pas un problème. Mais tu perds un match, tu mouilles le maillot, tu joues à 100%. Et ça nous est arrivé, on a perdu contre Nice 2-0 à domicile, mais on a toujours tout donné. Et on regardait les spectateurs dans les yeux, on leur disait, voilà, on a tout donné. Là, se permet de dire, on n'a pas envie. Et Grant, tu n'as pas envie, tu prends 90 000 euros par mois, tu n'as pas envie, on n'avait pas envie. Je trouve ça honteux et lamentable de dire des choses pareilles. Le gars, la plupart sont smicards. Ils vont trimer toute la journée et on ose dire non, on n'avait pas envie. Mais jamais il devrait dire ça. Il ne devrait jamais dire des trucs comme ça. Ouais. Toi, Et, Laurent, et c'était déjà pas très sympa de publier des photos sur Instagram de la Tour Eiffel quand il y avait le Paris FC qui le sollicitait. Et je trouve que c'est un petit peu moyen aussi quand tu es avec ta sélection de Belgique, quand tu es interrogé sur ta saison, de dire ah ben ouais, si je pars, si je pars cet hiver, j'aurais peut-être un petit peu plus de chances de jouer la Coupe du Monde. Il me semble que j'ai vu ça aussi passer. ouais, il était Mais bon, dégoûté. il marquera son but. On va revenir sur Eric Orneland parce on l'a quand même, on en a quand même beaucoup parlé à travers différents slides, différents joueurs. Mais voilà, moi j'ai une question à vous poser. Orneland est-il l'homme de la situation aujourd'hui à l'AS Saint-Étienne? Sans parler de calendrier, ce genre de choses, est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, pour vous, Orneland est capable de faire bouger les choses dans le bon sens? Laurent? Bah, s'il l'est, il va falloir qu'il le montre assez rapidement. Pour l'instant, à l'extérieur, ça va, mais à domicile, c'est juste pas possible en fait. Avec un stade plein à chaque fois, les résultats ne sont pas bons et ce que propose l'ASS, c'est pas bon. Est-il l'homme de la situation? Les lacunes de l'équipe, c'est toujours les mêmes. Il n'arrive pas à les corriger. On se fait prendre à chaque fois dans le dos. Donc, j'ai de plus en plus de doutes. C'est dommage parce que je l'aime bien. Son discours, je l'aime bien depuis le début. Mais quand je le vois aussi agité, sur son banc, aussi volontaire, je trouve qu'il a quand même du mal à faire transpirer tout ça à son équipe sur le terrain. Ouais. Toi, Adrien, est-ce que pour toi, c'est l'homme de la situation, Eric Orneland? J'ai un petit peu comme Lolo, c'est le même vu que Lolo. C'est vrai que pour le moment, Geoffroy Guichard, il ne propose rien au niveau du jeu. C'est c'est le néant. Alors oui, on se fait prendre dans le dos. On veut attaquer, on veut attaquer, on veut attaquer. Mais avant d'attaquer, il faut d'abord bien défendre. Et quand tu prends 9 buts à domicile, c'est quand même assez critique. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir peut-être changer de système de jeu et d'essayer de régler un petit peu certaines phases de jeu qu'on a du mal à faire sur le terrain. Mais est-ce l'homme de la situation? Pour le moment, j'y mets un bémol, moi.
Ouais, bah moi, tout pareil que toi, Adrien. C'est vrai que j'ai du mal à le voir comme un homme de la situation. Eric Corneland, tant son schéma ne bouge pas. Et j'ai bien peur parce que quand on voit les supporters de la Saint-Etienne au début de saison, quand les résultats s'enchaînaient avec des belles victoires, enfin des victoires, parce que ce n'était pas des belles victoires dans le contenu, on se disait, tiens, on va remonter en Ligue 1, ça sera encore mieux. Mais finalement, quand tu vois la progression, tu sens qu'il y a un plafond de verre qui s'est installé avec ce coach notamment, Eric Corneland, et que bah, si tu montes en Ligue 1 aujourd'hui, moi je pense que l'AS Saint-Etienne va se refaire une saison où on va encaisser 77 buts en Ligue 1. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça la saison Ligue 1 de l'AS Saint-Etienne. Même s'il y a plus de budget, je ne vois pas avec ce schéma de jeu de l'AS Saint-Etienne. Aujourd'hui, si tu gardes Gauthier Larsonneur, après forcément, tu vas EP tes joueurs potentiellement, mais toujours avec ce schéma inamovible, je ne vois pas comment l'AS Saint-Etienne ne va pas retourner en Ligue 2 tout de suite après. Même si l'AS Saint-Etienne remonte en Ligue 1 aujourd'hui, pour moi, ils redescendront l'année suivante en Ligue 2 parce que ce n'est pas l'homme de la situation pour remettre ce club vraiment au top. On parlait de Wilfried Nancy juste avant de reprendre Eric Corneland. Moi, je pense que lui, c'est plutôt un bon bâtisseur qui propose de meilleures options dans le jeu, dans le contenu. Là où Eric Corneland, il a quand même tout, mais vraiment tout petite expérience, quoi. Pour moi, c'est pas suffisant. Ouais, après, tu te projettes sur si on est en Ligue 1, on va prendre beaucoup de buts, mais là, on est en Ligue 2 pour l'instant. Si le championnat s'arrête aujourd'hui, on est barragiste. On est barragiste. Et, et c'est là, quoi. C'est là qu'il faut qu'il arrive à. Parce qu'il faut remonter, quoi, quand même. Avec un budget pareil, si tu remontes pas, mais c'est honteux. Il y a rien. Tu vois, les premiers, c'est 3, le deuxième, c'est Pau. Enfin, cette année, je sais pas, t'as pas Bordeaux, t'as pas une équipe. T'as pas une autre équipe costaude. À Reims, Attends, Tu aurais pu Reims, avoir Montpellier. Montpellier, c'est catastrophique aussi, quoi. Reims, ils ont Teddy Thomas, Nakamura, qui sont quand même des très bons joueurs de Ligue 1 pour moi. Après, ouais, pour moi, tu as Reims et tu as 3 qui fait office de belle surprise aujourd'hui. oui, oui, on dirait que ça va être les deux plus gros concurrents, mais Montpellier commence à gagner leur match maintenant, même si on a été gagné chez eux, on a quand même pas mal souffert. Beaucoup. Non, normalement, on doit écraser ce championnat, mais il va falloir mettre Normalement, d'autres oui, comme ingrédients. tu dis de Lourdes. On devrait l'écraser, le championnat, avec l'effectif qu'on a. Quand tu vois que tu as 3 joueurs offensifs qui peuvent remplacer tes 3 titulaires, au milieu de terrain, c'est à peu près cohérent aussi. Le problème pour moi, c'est défensivement. Il faut vraiment que l'on trouve des joueurs de côté, parce que dans l'axe, je pense qu'on les a avec Nadé et Lambert. Il faut attendre que Lambert vienne de blessure, mais des joueurs de côté, des vrais latéraux. Pas des, je suis désolé pour Masson, mais pas des Masson ou des Hanan, parce que voilà, c'est quand même faible. Alors Bernouer va pouvoir faire le taf, parce que c'est un très bon joueur et sait s'adapter. Mais si tu mets pas d'autres joueurs, ça va être très très compliqué. Ouais. On va passer au match parce qu'il y a quand même un match qui arrive samedi. C'est le match Annecy contre Saint-Etienne. Comment vous le sentez ce match-là après cette défaite contre Le Mans? Est-ce que il y a de l'excitation d'y être ou justement il y a un petit dégoût? Voilà. Laurent, est-ce que pour toi, tu es un petit peu déçu par la dernière prestation des Verts ou est-ce que tu as quand même envie d'y être? Ah non, moi, je suis carrément déçu par la dernière prestation des Verts, comme je l'avais été du match contre Guingamp, et j'ai envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre. J'ai envie de voir s'ils vont se racheter, là. Annecy, à chaque fois qu'on est allé, on est reparti un petit peu avec la queue entre les jambes, hein. C'est pas des déplacements qui nous ont bien souri, mais là, tu as un écart de budget encore. Enfin, normalement, tu dois gagner. Ouais. Mais avec Batles, on avait Non. perdu. Normalement, tu dois gagner, comme tu dis, avec les cartes budget. Mais après, je pense que l'argent, là, à ce niveau-là, ne fait plus rien. C'est surtout le mental et ce qu'on a dans la tête. Et j'espère que ça ne leur a pas mis un gros coup sur la tête aux Stéphanois. Et je crois que Nancy a gagné ce week-end, il me semble. À l'extérieur, Annecy sont non? allés C'est gagner à pas... Clermont, ouais. Donc, clairement, Ils gagnent ouais. à Clermont. Ils gagnent à Clermont. Donc, eux, ils restent sur une dynamique. Et nous, on est plutôt dans défaillance pour le moment. Donc, oui, il va falloir que Ronald bouge un peu, restant poli. Alors, bouge le cul, sans être très gentil avec eux, qui remettent le bois de chauffe. Même, il faut une victoire. Même s'ils jouent mal, il faut une victoire. Comme l'a dit Big Bay ce week-end, il préfère mal jouer et gagner que bien jouer et faire match nul. Donc, il a bien joué ce week-end, il a fait match nul. Donc, à un moment ou à un autre, bah oui, des fois, ça joue mal, mais tu gagnes. Il faut aller chercher des points maintenant. Il faut rattraper cette erreur que tu as fait à domicile contre Le Mans et en gagnant
Ça reste un derby, Annecy. Hein. Faut pas l'oublier, on en a beaucoup des derbys cette année. Hein. Entre Grenoble, entre Annecy, entre Clermont. Donc, il va falloir un petit peu se bouger, montrer un petit peu ce que vaut Saint-Etienne, vraiment. Ouais. On va passer au duel avec Antoine Larose qui est revenu, qui a fait sa première titularisation avec Annecy. Il a fait une passe décisive cette saison. Et puis Davidashvili, 4 buts. On n'en a pas parlé quand même. Davidashvili, c'est lui qui apporte la victoire contre Montpellier. Il met un doublé. Qu'est-ce que vous pensez de Zoriko Davidashvili? Est-ce que ça peut être vraiment un homme fort quand même sur ce match? Adrien? Oui, ça peut être un homme fort sur ce match, s'il joue collectif, s'il joue avec ses copains. La preuve en est, 0 passe décisive. Ouais. 0 passe décisive. Bocaï, 4 passes décisives. Bocaï joue pour les autres. Davidashvili joue pour lui. C'est dommage parce qu'il apporterait 10 fois plus en jouant collectivement. Il ferait marquer d'autres buts et je pense que les autres le feraient marquer aussi. Parce qu'à un moment ou à un autre, je ne sais pas si vous avez vu, mais la saison dernière, Cardona et lui, c'était tendu quand même. Ouais. Et ça ne jouait pas trop l'un pour l'autre. Si tu veux mettre de la cohérence dans une équipe, il faut que les gars jouent ensemble. Et là, pour le moment, Davidashvili fait un petit peu comme la saison dernière. Il veut marquer le plus de buts. Mais en passe décisive, non, c'est le néant. Donc, je pense que le déclic peut être ce week-end. Si j'arrive à faire marquer un but à Cardona, un but à Stassin, ça peut un peu décanter tout ça et voir d'autres perspectives pour lui. Laurent, est-ce que tu partages la même analyse sur Zoriko Davidashvili? Toi qui l'as jamais vraiment porté dans son cœur, hein, Zoriko. Non, parce que c'est un sport co, en fait. C'est un sport co. Il a fait des stats la saison dernière, mais l'avancante qui était à côté de lui, et on aurait peut-être fait plus s'il avait eu un ailier plus collectif. Après, il a des qualités, hein, il a du talent. Quand on voit les 2 buts qu'il met à Montpellier, la frappe qu'il a émise l'année dernière contre Monaco, il a du talent quand il percute comme ça. C'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est un style de joueur, c'est un soliste. Et oui, j'ai jamais vraiment aimé les solistes à part ceux qui sont vraiment au-dessus. Il joue tous les matchs. Il joue tous les matchs. Dans une équipe, quand tu as un gars qui joue tous les matchs, même quand c'est pareil pour Stassin, même quand ils sont en sélection, que les petits copains, ils sont là, ceux qui ne sont pas internationaux, ils s'entraînent pendant 15 jours et ils regardent le match de Davidashvili à la télé, ils regardent le match de Stassin, et ben les gars reviennent et ils ne sont pas performants. Et ben, quand tu as un statut comme ça, il faut que tu sois performant en fait. Sinon, ça peut créer aussi, au bout d'un moment, des tensions dans ton vestiaire du petit copain qui joue pas, du Benold, puisqu'on n'en parle pas, il joue pas, du Cardo qui joue de moins en moins, de Dufus, de Nguessan. Et j'ai peur qu'il y ait de plus en plus de mécontents dans ce vestiaire. Et s'il y en a, eh ben, ça sera quand même la faute d'Orneland parce qu'il n'aura pas assez fait tourner son effectif. Et il s'était déjà fait le reproche en perdant contre Guingamp. Ça faisait suite au match d'Amiens. Et on lui avait posé la question, vous avez mis la même équipe, il n'y a pas de regret. Et il avait dit, il avait laissé comprendre que la prochaine fois, il y réfléchirait à 2 fois avant de mettre la même équipe. Et là, ça fait 3-4 matchs que c'est la même attaque qui joue. Ouais, 4 buts, Davidashvili. Et c'est un atout, bien sûr. Mais moi, j'aimerais que ça tourne, en fait. J'aimerais voir Cardona d'entrée. Pourquoi pas Benold aussi, même si on ne sait pas trop son niveau à Benold. Et puis, c'est toi, Louis, qui a choisi Antoine Larose. J'espère que tu seras moins inspiré que pour ton joueur. Excuse-moi, j'ai fait ça. Mais en fait, le fond de ma pensée, c'est que j'espère vraiment qu'on va sortir de ce championnat de Ligue 2 pour que la saison prochaine, les duels, ce soit Davidashvili contre Greenwood ou contre Barcola. J'ai rien contre Antoine Larose. Mais voilà. Tout à l'heure, tu me demandes si le match à Annecy, si je l'attends avec impatience. Ouais, mais c'est un match à Annecy, quoi. Ouais. C'est un match à Annecy. C'est un petit derby. Il y a toujours plus d'excitation quand tu abordes le vrai derby. C'est clair. J'espère que j'aurai moins de chance sur Antoine Rabillard. Je choisis bien les Antoine en ce moment. Il avait aussi marqué, c'est son premier but de la saison pour Rabillard avec Le Mans, du coup, contre l'AS Saint-Etienne. J'espère qu'il ne va pas marquer la Rose, parce que 0 but.
Ouais, mais Rabillard, c'était pareil. On va passer à la compo probable. Toi qui demandais du changement, Laurent, on est parti sur une équipe sans changement quasiment, sauf la titularisation cette fois-ci de Irving Cardona. Qu'est-ce que vous pensez de cette compo? Est-ce que du coup, Laurent, tu réclames plus de changements avec potentiellement peut-être un David Ashvili sur le banc ou alors un retour de Mouefek aussi en tant que titulaire? J'en pense que cette défense, voilà, il y a un gardien de Ligue 2, un bon gardien de Ligue 2, et il y a une défense de Ligue 2, en fait, quand je vois ça. Avec Nadé, ton meilleur défenseur, et à côté des recrues qui ne sont pas meilleurs que tes joueurs que tu as formés, pour certains que tu as fait partir. Un maçon qui ressort du. Enfin, non, en fait, non, ça ne va pas, quoi. Mais tu veux mettre qui? Lamba est blessé. Bernauer, c'est son dernier match de suspension. Alors, ouais, Apia ou Masson ou Stojkovic. Peu importe, il n'y en a aucun de bon. Enfin, Stojkovic, l'entrée qu'il fait, waouh, c'est pas lui qui va jouer. Je crois pas. Hein. Ah non. Mais dans le pire des cas, tu peux mettre Apia, parce qu'Apia était quand même plus performant que Masson. Même si c'est pas non plus. Il se bat. Non, mais Masson sur le match contre Le Mans, mais il a jamais joué latéral de sa vie ou quoi? Je ne sais pas si tu as vu, Adrien, mais il y a eu ribambelle de fois où tu as des coups de pied arrêtés, enfin, il se retrouve dans des situations et il déserte son couloir, il part vers le milieu de terrain. Regarde le deuxième but. Le deuxième but sur la sortie du gardien, sur le hors-jeu que tape le gardien, il est où, Masson? C'est une grande diagonale. Il n'y a personne sur le côté. Il est tout seul. Sérieux. Pour moi, Apia, c'est sûr, il a emprunté avec le ballon et tout, mais il va se battre. C'est un peu comme Petro. Il sera là, quoi, tu vois. Il sera à droite. En fait, il y aura quelqu'un à droite. Il ne sera pas terrible, mais au moins il y aura quelqu'un à droite. Donc ça aidera peut-être un petit peu Ferreira. Masson, c'est je baisse la tête, je cours, je pousse le ballon et je vais rentrer dans le joueur qui est devant moi. Il est plus offensif que défensif. Mais offensivement, il n'apporte rien du tout non plus. Parce qu'il ne met pas un centre. Il met pas un centre. Et après, pour se replacer, mais là, on dirait moi qui ai 50 ans qui court. Il y a une caravane derrière. Il avance pas, le gars. Et à la place de Ferreira, moi je suis désolé, mais ouais, je te le massage à Batouche Bichika. Parce que Ferreira, pour moi, c'est le point. Enfin, quand je dis c'est le point noir, attention à ce que c'était le plus mauvais du match. C'était le plus mauvais du match. Ah oui, mais pour moi, c'était. Est-ce que Ferreira, tu le remets à droite du coup? Ah, moi je le mets sur le banc. Ouais, sur le banc. Ah, moi je le mets carrément sur le banc. Ah non, je ne le remets pas à droite. Je préfère mettre Apia. Parce que même à droite, je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous souvenez du match contre Boulogne, Ferreira, il a mangé le gazon tout le long contre Boulogne. Et contre Clermont, c'était pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit numéro, alors qui a été formé à Saint-Etienne, qui a joué Andrézieux et qui a Clermont-Ferrand, maintenant le petit Turc. Voilà. Il s'est mis Ferreira dans la poche tout le long du match. Ah, ils sont pas tous mauvais, les Stéphanois. Il a encore marqué le week-end dernier, Diaby. Il a encore marqué le week-end dernier. Moi, j'ai travaillé avec son papa qui était à la Stas avec moi. On en parlait de son fils, mais comment on ne peut pas garder un gamin comme ça? Alors, on préfère aller chercher des joueurs sur Paris, des grands qui font 1m84. On a des gamins qui sont formés ici, qui sont à Saint-Etienne. Pourquoi on ne leur donne pas leur chance? Non, on préfère les laisser partir. C'est bien dommage. Ouais. Le prono maintenant. Laurent, toi, tu es parti sur un prono 3-1, victoire de Saint-Etienne. Tu les vois quand même assurés à l'extérieur. Comment tu expliques ce prono après la déconvenue contre Le Mans? Est-ce que voilà, tu es confiant? Tu es confiant, Lolo, ouais. Mais j'ai envie de l'être, en fait, à tous les matchs. J'ai envie de les donner vainqueurs quand même. Normalement, tu dois. Normalement. Mais il faut mettre plus d'ingrédients que ça, plus d'envie déjà. Ouais, je les vois gagner, j'ose pas y croire. Mais j'ose même pas croire ce qui s'est passé le week-end dernier, perdre à domicile contre Le Mans, c'est honteux. T'as qui a fait un bon match dans cette équipe de Saint-Étienne? Nadé, ça va, je trouve que lui, il fait toujours ses matchs. Il fait toujours ses matchs, Nadé, ouais. Derrière, même Tardieu, il fait un doublé, mais dans le jeu. Dans le jeu, c'était sporadique. C'était vraiment. On l'a pas tellement vu non plus, Tardieu dans le jeu. Certes, il met un très joli coup franc. Après un penalty, c'est toi et ta chance. Hein. Le gardien n'est pas du tout. Vladinovic, moi, j'ai trouvé bon. Il fait oui, c'est vrai. Mais par intermittence. Pas sur la continuité du match. Oui. C'était par intermittence. Tu avais Jabber qui a
qui a joué alors qu'il était allé en sélection et qu'avec sa sélection, il n'a pas joué parce qu'il a passé une il était IRM comme blessé. il Ouais. était blessé. Il rentre, il joue. Il n'a pas été terrible. En fait, il y a plein de trucs qu'on a quand même du mal à comprendre. Hein. Mais je les vois gagner, ouais, je les vois gagner parce que j'ai pas envie qu'on refasse encore une vidéo la semaine prochaine où on taille tout le monde parce qu'ils sont nuls. Ils valent mieux que ce qu'ils ont montré contre Le Mans quand même. Mais c'est sûr, oui, bien sûr. Ils se regardent dans une glace, les mecs. Je sais pas s'ils voient ce qu'ils font sur un terrain, s'ils se repassent les matchs. J'ai des doutes quand même. Même dans les attitudes. J'espère qu'Ordoland aura fait le même coup que nous avait fait Nouzareth. Je ne sais pas si tu te souviens, Lolo, on avait perdu 4-0 à Guignon. Le retour en bus avait été long. Si vous avez mis le match dans le bus, on avait regardé tout le match enchaîné dans le bus. Bah, je vais te dire qu'à un moment ou à un autre, tu vois les erreurs que tu fais et tu ne les reproduis pas le week-end d'après. Hein. J'espère qu'il aura fait ça. Ouais. Ils ont été gentils, les supporters. Hein. À la fin du match, oui, qu'est-ce qu'ils ont été gentils? Ah ben c'est sûr. Qu'est-ce Mais qu'ils c'est ont clair été c'était gentils? gentil. Quelques petits sifflets à la mi-temps. C'était léger. Et à la fin, ils sont pas déçus en fait. Ils viennent pas pour voir les Verts gagner. Enfin, ils sont indulgents. 33 000. Ouais, 33 000. Contre Le Mans. Alors que cette équipe du Mans. Mais tu avais l'impression que dès que tu accélérais un petit peu, les pauvres, c'était quand même pas simple. Hein. Non, c'est pas simple pour eux, non, c'est sûr. Mais on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il faut. On n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait. Pas de percussion, après, pas de transition. Le plus nul sur ce match, ça a été l'arbitre. Hein. Parce que alors, oui. signaler en hors-jeu sur une touche, franchement, j'avais encore jamais vu. Hein. Non, c'est clair. Alors après, c'est l'arbitre de touche qui signale, c'est pas l'arbitre du centre. Lui, il suit bêtement son assistant. Mais c'est clair qu'à ce niveau-là, même en D3 de district, tu ne le vois pas, ça. Le pénalty de district. Il n'y a jamais faute. De Stassin, je l'ai envoyé Lolo pendant le match. Il n'y a jamais faute. Non, il n'y a rien. Il ne le touche même pas. Là, je suis l'arbitre. D'où la VAR est important maintenant. Alors, je n'étais pas pour la VAR. Mais d'où la VAR est important. Les 2 pénaltys ne les sifflent pas. Les 2 pénaltys ne les sifflent pas. Il avait fini dernier. Stassin, c'est un jaune. Et Stassin, c'est un jaune qu'il doit prendre. Mais oui, simulation. Il avait fini dernier arbitre de Ligue 1 la saison dernière. Oui, on sait pourquoi il va être dans le haut du panier en Ligue 2 hein, en faisant des matchs comme ça. Mais ouais, on va gagner, non, Adrien. Ouais, alors, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'à chaque fois, j'ai dit, on va mettre une branlée à Guingamp. Mes collègues jouent au côté match au boulot. Adrien a dit 4-0. Pas parce qu'Adrien a joué au foot à Saint-Etienne que la sauce infuse. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que je vais mettre Annecy gagnant pour que Saint-Etienne gagne. Parce que je leur porte la poisse. À chaque fois que je dis qu'ils gagnent, ils en prennent 4. 0 Annecy, du coup, pour Adrien. Donc, moi, je mettrais 1-0 pour Annecy en espérant que Saint-Etienne gagne quand même. Hein. Pour moi, ça sera. Juste pour inverser la tradition, la malchance. Hein. Ouais, on va essayer de provoquer le karma. Pour moi, ça sera un partout. Je ne vois pas Saint-Etienne gagner, même si voilà, les résultats sont bons à l'extérieur, mais je rappelle quand même que c'est vachement heureux hein, à l'extérieur. Tu as ce 1-0 contre Boulogne où c'était compliqué en première mi-temps. Tu as ce 1 partout, cette défaite cette victoire contre Montpellier, mais qui est heureuse. Saint-Etienne gagne 2-0. Mais je me demande comment vraiment tu gagnes ce match. Mais bon, on va passer au buteur maintenant. On a perdu, il me semble, Adrien pour cette fin de vidéo. Toi, Laurent, tu es parti sur le trio de tête avec les triples buts de Lucas Stassin, de Cardona et de David Tachvili. Oui, parce que normalement, à tous les matchs, j'ai envie de mettre ces trois-là en buteur. Ça serait la logique. C'est nos trois meilleurs attaquants quand même, je pense. Même si notre ami norvégien a l'air de penser que Boakai est meilleur que Cardona. Ouais, ça serait bon signe aussi, si c'était ces trois joueurs-là qui marquaient. Stassin, ça fait combien? 3 matchs qui ne marquent pas? 3-4 matchs maintenant? Stassin, ça fait 3 matchs. Il me semble que son dernier but, c'était contre Amiens, il me semble. Ouais. 3 matchs, donc du coup, qui ne marquent pas. Il va falloir qu'ils s'y remettent. Mais moi, j'aimerais bien que ça bouge un petit peu. J'aimerais bien. Pourquoi pas qu'ils chauffent un peu le banc, hein, Stassin et David Tachvili. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'ai envie de le revoir, Dufus.
Oui, moi aussi. C'est vrai que Joshua Dufus, en plus de ça, il avait marqué hein, en amical. Il avait marqué. Masson aussi avait marqué. Il avait mis une belle frappe pendant la trêve internationale. Ça aurait pu être intéressant justement de le voir. Moi, je pensais qu'il allait rentrer en jeu. Je l'avais même mis buteur, si tu te souviens, la semaine dernière, quand on a fait l'avant-match contre Le Mans. Je le voyais vraiment faire une presta où il joue 30-40 minutes. Et c'est vrai que pas du tout. Parce Il que risquait pas de marquer. Il risquait pas de marquer parce qu'il n'a pas joué. mais je me suis dit que Lucas Tassin allait laisser sa place parce que voilà, il y avait la sélection de Belgique, il revenait après avoir joué les 2 matchs. Donc honnêtement, je ne voyais pas Joshua Dufus ne pas jouer. On a complètement perdu Adrien, hein, je tiens à le signaler. Et il est Est-ce que revenu. tu dis tous les coachs, ils l'ont fait hein, le week-end dernier? Enfin, tous les coachs. La plupart des coachs, les joueurs qui sont revenus de sélection, ils ont démarré sur le banc. Non Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a beaucoup tourné. Il me semble qu'on t'entend plus, Adrien. De toute façon, on arrive quasiment à la fin de la vidéo. Non, là, on t'entend pas. Ça le laisse sans voix. Et ouais, on t'entend plus, Adrien. Bon, c'est pas très grave. Et au niveau des buteurs, moi, je suis parti sur Thibaut Rambaud. Arrête avec tes buteurs adverses. Thibaut Rambaud. L'avant-centre d'Annecy, voilà, qui pourrait potentiellement aussi y aller de son petit but. Moi, je vois un partout. Et puis, côté stéphanois, allez, je vais partir sur Irving Cardona, en espérant qu'il ait du temps de jeu, en tout cas. Eh bien, en tout cas, merci. On invitera Adrien après une victoire la prochaine fois. Ouais. Il reviendra, Adrien. Bon, on n'entend plus le pauvre Adrien. Sans problème. Ah, Je reviendrai sans problème. On t'entend. Ah, vous m'entendez? Bon, bah, je serai là sans problème, avec grand plaisir. Ben bien, Adrien, on t'a pas demandé du coup. Tu vois qui comme buteur côté stéphanois sur ce match? Allez, s'il gagne, je verrai bien Cardona marquer. Et Stassard renfiler des perles aussi. Donc, Stassard et Cardona tous les deux. Ouais. Voilà. Même Voilà. malgré que je dis une victoire de Annecy 1-0, pardon, pour qu'on puisse nous gagner quand même. La malchance tourne. Bah, c'était le mot de la fin. Merci Adrien de nous avoir du coup d'être venu dans notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. À tous et à toutes, du coup, un très bon match contre Annecy. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée. Ciao.